Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques, dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Liste des abréviations, sigles et acronymes. Introduction générale. La microfinance et plus particulièrement sa composante la plus populaire, le microcrédit, ont été largement investis par les acteurs de la mondialisation et s'imposent à l'heure actuelle comme des outils privilégiés de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est un phénomène assez récent. En effet, il y a plus de 30 ans que la première institution de microfinance, IMF, a été créée. Il s'agit de la célèbre Grameen Bank, ou la Banque des villages en bengali, fondée par le professeur Younous au Bangladesh. Cette initiative a séduit, depuis, un grand nombre d'organisations non gouvernementales et bailleurs de fonds qui ont tenu à sa réplication à travers le monde. La microfinance consiste à offrir des services financiers de base, épargne, crédit, assurance, transfert de fonds, etc., de faibles montants à des personnes pauvres et exclues afin de leur donner la possibilité d'investir dans des activités génératrices de revenus. Les pauvres et surtout les femmes sont la cible privilégiée des programmes de microfinance dans de nombreux pays du Sud et du Nord. Il existe une grande variété d'organisations impliquées dans ce secteur, faisant appel à des statuts juridiques différents, fondations, coopératives d'épargne et de crédit, banques publiques, et dont les modes de fonctionnement et les objectifs diffèrent fortement. Ces institutions ont en commun la poursuite d'un double objectif d'optimisation du rendement social et de pérennité financière. Depuis les premières expériences conduites par le professeur Younous, la microfinance a connu un développement rapide et a suscité de grands espoirs en tant que voie nouvelle, voire originale en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Elle a été aussi promue comme étant un outil efficace dans la promotion du rôle des femmes dans la vie économique. Le rôle de la microfinance s'est amplifié depuis 1989, quand la Banque mondiale lui a consacré un rapport annuel. Des institutions spécialisées ont été ainsi instaurées, telles que le Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres, CGAP, en 1995. En 1997, le Sommet mondial sur le microcrédit a consacré la microfinance comme une approche fonctionnelle du financement du développement. Dans le même contexte, en 1998, l'Assemblée générale des Nations unies avait proclamé l'année 2005 Année internationale du microcrédit, pour marquer l'importance de cet instrument dans la réduction de la pauvreté. Le microcrédit et de façon générale, la microfinance ont connu dès lors une diffusion rapide et une reconnaissance à l'échelle internationale avec l'attribution en 2006 du prix Nobel de la paix à la Grameen Bank et à son fondateur le professeur Yunus. Toutefois, au-delà de l'intérêt, de la diversité et de l'ampleur connue par ce mouvement, la microfinance est également au cœur d'enjeux idéologiques et politiques importants. Malgré l'essor qu'a connu la microfinance, elle a soulevé plusieurs interrogations quant à la population réellement ciblée et à son impact sur le bien-être des clients pauvres. À cet égard, une des questions les plus controversées de la microfinance a porté sur l'ampleur de l'arbitrage entre la rentabilité et l'atteinte des clients les plus pauvres. Ces deux objectifs forment la pierre angulaire de l'industrie de la microfinance. Il est primordial de savoir s'ils sont en conflit. En raison de la double vocation sociale et financière dont se réclame le secteur, de nombreuses institutions de microfinance sont tenues, d'une part, d'assurer leur viabilité financière en cherchant de nouveaux moyens de financement afin de servir un plus grand nombre de pauvres, et d'autre part, de ne pas se détourner d'une clientèle parmi les plus pauvres en appliquant les lois du marché. La dualité des objectifs a fait naître deux courants de pensée qui ont marqué l'histoire de la microfinance, à savoir l'approche institutionnaliste et l'approche welfariste. Les partisans de la première approche visent à garantir un meilleur accès aux services financiers pour les personnes pauvres et exclues sur des bases solides et pérennes. La priorité de cette approche est d'atteindre le plus grand nombre de pauvres, à travers la mise en place d'un système d'intermédiation financière viable. Plutôt que de se soucier du nombre des clients atteints et donc de l'étendue des programmes, les welfaristes se concentrent davantage sur le fort engagement des programmes de microfinance vis-à-vis des pauvres. Ils s'intéressent à la profondeur du programme, cibler les plus pauvres parmi les pauvres, et l'impact de la microfinance sur le bien-être des populations. Les deux approches s'accordent ainsi sur l'objectif général de la microfinance, à savoir la réduction de la pauvreté à travers la provision des services financiers, mais ils diffèrent sensiblement sur la meilleure façon de l'atteindre. Toutefois, avec le temps, les deux approches ont pris progressivement conscience de leurs limites et de la nécessité d'intégrer pour l'une la dimension solidaire et pour l'autre la dimension marchande. La microfinance se trouve à présent à la croisée des chemins entre une vision welfariste et institutionnaliste. Notre objectif serait de réaffirmer le dessein premier des institutions de microfinance, à savoir servir les pauvres d'une manière financièrement viable. Nous allons donc nous interroger sur la convergence entre la portée sociale et la viabilité financière des institutions de microfinance. Nous essayons ainsi de savoir si la microfinance peut tenir sa promesse d'être un instrument économiquement viable pour contribuer au développement. Morduch, 1999a. Nous visons à apporter certains éléments de réponse au débat en cours sur la possibilité des IMF à servir les plus pauvres, tout en étant financièrement viables. L'objectif du présent livre est d'évaluer la littérature existante portant sur la relation entre la performance sociale et la performance financière des IMF, en mettant un accent particulier sur l'appréciation de la viabilité et la portée sociale de ces institutions. Ceci constitue un défi considérable compte tenu des problèmes et des controverses entourant cette relation. Notons à ce niveau que le débat entre la performance sociale et la performance financière n'est pas spécifique à la microfinance. Ce débat est antérieur même à l'émergence de celle-ci. La particularité du débat dans le contexte de la microfinance provient du fait que les IMF ont affiché depuis le début leur double vocation sociale et financière, alors que les autres institutions poursuivaient l'un ou l'autre.
Parmi les raisons avancées pour expliquer l'incertitude de la relation entre la performance financière et la performance sociale, nous trouvons une difficulté à mesurer cette dernière. Contrairement à la performance financière, qui est facilement mesurable du fait de la standardisation des résultats comptables et financiers, la performance sociale étant un concept multidimensionnel, sa mesure est à la fois plus large et plus complexe. Dans les travaux antérieurs, la performance sociale a été généralement mesurée par la portée sociale du programme. Les indicateurs couramment utilisés présentent l'inconvénient d'offrir une idée assez vague de la portée sociale qui ne constitue qu'une seule dimension de la performance sociale, Bedekara et al. 2009, Armendariz et Safar, 2009 et Dunford, 2002. Ces indicateurs ne tiennent donc pas compte du caractère multidimensionnel de la performance sociale. Ils s'intéressent seulement aux opérations de crédit, ignorant ainsi les autres aspects de la microfinance. La majorité des travaux se sont focalisés principalement sur les régions de l'Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie, alors que les études traitant du cas de la microfinance dans la région MENA sont très limitées. L'étude de notre question prend une dimension particulière dans cette région. Une importante proportion de la population de certains pays appartenant à cette région est vulnérable aux moindres chocs externes. Les personnes de la région MENA ne sont pas classées parmi les plus pauvres selon le seuil international de pauvreté fixé à 1,25 $ par parité de pouvoir d'achat. Elles se situent toutefois à peine au-dessus de ce seuil. Ceci les rend très vulnérables puisque destinées à tout moment à devenir pauvres. La région MENA se caractérise par un pourcentage élevé des jeunes et un taux de chômage, parmi les plus élevés au monde. Quant à l'accès aux services financiers, la région a enregistré le pourcentage le plus faible d'adultes possédant un compte formel avec un écart considérable entre les sexes. Face à ces défis, la microfinance s'est présentée comme un outil de lutte contre la pauvreté et le chômage. Elle vise également à encourager l'entrepreneuriat, à travers la fourniture de services financiers et non financiers durables. En raison du contexte local, parvenir à un équilibre entre la performance sociale et financière constitue un véritable défi pour les IMF arabes. Notre contribution va s'articuler en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons nous intéresser à l'historique de la microfinance. Nous allons explorer les théories sous-jacentes à l'émergence de ce phénomène. Nous retenons 2 modèles théoriques. Un premier modèle basé sur le marché et ses imperfections, pour lequel la microfinance est perçue comme un nouvel acteur financier qui est venu combler les lacunes du marché. Le courant de l'économie sociale et solidaire voit dans la microfinance un moyen d'améliorer la vie de ses membres, réduction de la pauvreté et développement durable. À chaque modèle correspond une façon d'expliquer l'émergence et le fonctionnement des institutions de microfinance. Le débat entre les deux n'est pas encore tranché. Notons que notre but n'est pas de prendre position par rapport aux 2 modèles, mais plutôt d'explorer les principes du débat afin de comprendre les enjeux actuels de la microfinance. À l'instar de Jeffal 2004, Cornet 2007, Bedekara 2010, nous pensons que le modèle d'explication de l'émergence de la microfinance est un modèle composite entre la théorie marché et le courant social et solidaire. Ainsi, pour concilier ces 2 approches, nous allons montrer que la microfinance est plutôt un mode de financement hybride répondant à la fois à une logique de marché et à un élan de solidarité. Dans une deuxième section, nous allons donner un aperçu global du secteur de la microfinance. En effet, avant de discuter les enjeux actuels du secteur, il nous serait indispensable de le présenter. Nous allons délimiter le champ de la microfinance et présenter ses différents acteurs. Nous exposerons les différents services offerts par les institutions de microfinance et les principales innovations qui ont été apportées. Enfin, nous traiterons des bénéficiaires de ces institutions et présenterons les principales caractéristiques spécifiques au secteur de la microfinance. La 3e section va mettre en exergue le secteur de la microfinance dans la région MENA, qui a réalisé une évolution notable ces dernières années. Nous allons essayer dans cette partie de faire le point sur l'état des lieux de la microfinance dans la région MENA. Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps la situation économique, sociale et politique dans la région.
Nous présenterons ensuite les principales caractéristiques du secteur de la microfinance dans la région, son stade de développement ainsi que les perspectives futures de son évolution. Dans le troisième chapitre, nous mettrons l'accent sur la caractéristique essentielle des institutions de microfinance, à savoir le double objectif de résultat. Après avoir présenté l'approche institutionnaliste et l'approche welfariste, nous exposerons leurs arguments tout en montrant leurs divergences. Nous proposerons par la suite une synthèse de la littérature qui éclairera le débat. Chapitre 1 : La microfinance, un aperçu global. Le développement de la microfinance et des systèmes financiers décentralisés en général a conduit à une réorganisation de l'architecture financière dans la majorité des pays. Les institutions de microfinance, IMF, occupent désormais une place importante dans le schéma financier des pays du Sud et du Nord. Dans la première section de ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'historique de la microfinance. Nous synthétiserons les différents apports relatifs à son émergence, depuis son apparition à la fin des années 70 jusqu'à ses premiers succès. Nous allons nous interroger sur les fondements et les missions des organisations de microfinance. 2 modèles théoriques ont été proposés à cet effet. Le courant basé sur la théorie de marché et celui de l'économie sociale et solidaire. Pour le premier courant, la microfinance est perçue comme un nouvel acteur financier qui est venu combler les lacunes du marché. Le deuxième courant la voit comme un moyen d'améliorer la vie de ses membres à travers la réduction de la pauvreté et l'aide au développement. Pour concilier ces 2 approches, nous allons montrer que la microfinance est plutôt un mode de financement hybride répondant à la fois à une logique de marché et résultant d'un mécanisme de solidarité. Dans la deuxième section, nous essayerons d'offrir une description générale du secteur. Ainsi seront traités les différents acteurs présents dans le secteur, les méthodologies d'octroi de crédit, les différents types d'IMF, les bénéficiaires et les caractéristiques typiques à la microfinance. Nous tenterons donc de donner un aperçu global du secteur. En effet, avant de discuter des enjeux actuels de ce secteur, il nous est indispensable de le présenter. Dans la troisième section, nous examinerons de plus près le secteur de la microfinance dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, MENA. Nous ferons le point sur l'état des lieux de la microfinance dans cette région. Nous présenterons les principales caractéristiques du secteur, son stade de développement et les perspectives de son évolution. 1. Émergence de la microfinance. 1. Théorie des marchés. Plusieurs auteurs pensent que la microfinance a émergé pour pallier les défaillances du secteur bancaire dans le financement des personnes pauvres. Hugon 1996, Morduche 2000, Cocard 2000, Labi-Aimé 2005, Montalieu 2002 et Armendari et Morduche 2007. Hugon 1996 souligne que les systèmes financiers informels et les intermédiaires décentralisés ont joué, dès lors, le rôle de substitut ou de complément des systèmes financiers formels. Labi-Aimé 2005 affirme que le concept de la microfinance est né des initiatives des organisations non gouvernementales, ONG. Leur but était de combler le vide laissé par les banques privées. Pour ces dernières, les personnes pauvres représentent un marché peu captivant et coûteux. Armendariz et Morduche 2007 expliquent l'existence de la microfinance par la défaillance du marché dans le financement des ménages pauvres. Cette défaillance résulte de l'insuffisance de l'information, des coûts élevés des transactions et des difficultés dans l'exécution des contrats. La microfinance s'est présentée ainsi comme une réponse à ces problèmes. Elle a permis de réduire les coûts de transaction et de surmonter les problèmes liés à l'asymétrie d'information. Pour ces auteurs, les banques publiques de développement n'ont pas réussi à être rentables et à long terme viables, surtout dans les zones enclavées et démunies. Selon eux, l'échec de ces banques s'explique par la mauvaise gestion des ressources et la restriction des taux d'intérêt. La microfinance se présente dès lors comme un substitut au programme de développement, en évitant les erreurs du passé. Servet 2006 souligne que la microfinance est par excellence un outil de lutte contre l'exclusion financière, revendiquant ainsi bon nombre de promoteurs qui affirment que leur action relève de la lutte contre la pauvreté. Dans ce qui suit,
Nous présentons les défaillances des systèmes financiers formels en matière de financement des tranches des populations pauvres et défavorisées. 1.1.1 Marché de crédit et asymétrie d'information. 1.1.1.1 L'axiome du marché parfait. Le modèle d'équilibre général walrasien suppose que l'information des agents est parfaite, ou encore qu'elle est à un coût nul. Elle peut également être acquise et sans frais par tous les agents. Dans le contexte d'information parfaite, les agents sont supposés connaître chacun de ses propres besoins, ressources et possibilités, mais ils ignorent les besoins, ressources et possibilités des autres. Dans ce cas, c'est le système des prix qui sera porteur de toute information nécessaire aux agents pour garantir une allocation efficace des ressources, voir René, 1986. L'axiome d'un marché parfait pour le crédit est souvent non vérifié en raison de l'existence d'asymétrie d'information. En effet, le marché financier et plus particulièrement le marché de crédit, où les transactions intertemporelles font d'intervenir risques et incertitudes, est caractérisé par l'existence d'une grande asymétrie d'information. Pour Hébert, 1993, il existe une asymétrie d'information lorsque sur un marché donné, l'information détenue n'est pas identique pour tous les agents. L'inégalité d'accès à l'information peut conduire au risque d'aléa moral et d'anti-sélection, ou sélection adverse. La sélection adverse est une situation d'asymétrie où le marché est perturbé par le fait qu'une partie connaît mieux les caractéristiques du bien échangé au moment de la signature du contrat, notamment l'emprunteur, alors que l'aléa moral est une situation dans laquelle l'une des parties, le prêteur, ne peut contrôler l'action de l'autre partie, emprunteur, ou bien n'a pas les moyens d'en évaluer l'opportunité, voir Hébert, 1993. Stiglitz et Weiss, 1981, croient qu'en présence d'asymétrie d'information sous ces deux formes, l'équilibre de marché est un équilibre avec rationnement. Les auteurs avancent que le taux d'intérêt, prix, affecte le risque de prêt de deux manières. 1. En éliminant certains emprunteurs potentiels, effet de sélection adverse, et 2. En affectant le comportement des emprunteurs, effet d'incitation ou aléa moral. Les deux effets découlent directement de l'imperfection de l'information qui caractérise le marché du crédit. Par conséquent, si le prix affecte la nature de la transaction, il ne peut pas équilibrer le marché. Il conclut qu'en présence de sélection adverse et de hasard moral, une banque peut recourir à un rationnement quantitatif du crédit. Pour ces auteurs, le rationnement du crédit se matérialise par une limitation du volume pour un taux d'intérêt déterminé. Ils définissent deux cas de rationnement. Le premier cas lorsqu'il existe un groupe identifiable d'individus, qui pour une offre de crédit donnée, sont incapables d'obtenir un prêt. Ces individus auraient pu accéder au crédit si l'offre était plus importante. Le deuxième cas concerne la discrimination à l'intérieur d'un groupe d'emprunteurs. C'est le cas lorsqu'entre les demandeurs de crédit a priori identiques, certains emprunteurs se feront accorder un prêt, alors que d'autres seront rejetés même s'ils acceptent de payer un taux d'intérêt plus élevé. Le taux d'intérêt qu'un individu est prêt à payer agit dans ce cas comme un moyen de discrimination entre les bons et les mauvais emprunteurs, dans la mesure où seuls les emprunteurs à haut risque accepteront de payer des taux aussi élevés. Notons à ce niveau que le problème d'asymétrie d'information est plus important sur les marchés de crédit des pays en développement, en raison de la non-disponibilité de l'information dans ces pays. Armendariz et Morduch 2007 explique le manque d'informations dans ces pays par la pauvreté des emprunteurs et l'absence de garantie. Dans ces pays, il est très difficile de recueillir des informations sur les demandeurs de crédit. Les registres comptables, s'ils existent, ne peuvent pas donner une information fiable sur la qualité et surtout la solvabilité de l'emprunteur puisque dans ces pays, une partie importante des opérations ne sont pas déclarées, font partie du secteur informel. De plus, le recueil de telles informations requiert certains coûts qui sont généralement importants comparés au faible montant demandé. Pour le risque d'aléa moral, la situation de pauvreté et de précarité dans laquelle se trouvent les demandeurs de crédit dans ces pays les rend incapables d'offrir les garanties traditionnelles exigées par les institutions financières. Les micro-entreprises et les personnes pauvres ont été longtemps rejetées par les systèmes financiers formels. Elles étaient contraintes de se tourner vers des sources de financement alternatives,
notamment le secteur informel qui n'est pas adapté à leurs besoins. Cette théorie n'explique pas toutefois les formes très répandues d'actions de type coopératif, en l'occurrence les coopératives d'épargne et de crédit et la pratique de crédit solidaire. Dans ce cas, les théories de l'économie sociale et solidaire donnent une explication plus satisfaisante de l'émergence de ces formes en économie de marché, voir Soulama 2005. 1.2 L'économie solidaire et sociale. L'économie sociale se définit comme l'ensemble des entreprises dites d'économie sociale à l'exemple des coopératives, associations, mutuelles et fondations. Ces entreprises se distinguent par leur caractère collectif. Elles constituent une réunion des personnes et non des capitaux. Elles ne cherchent pas en priorité la rentabilité. Colette et Piget 2008 souligne que l'économie sociale est une économie au service de l'homme. Elle le place au centre du développement économique. L'économie solidaire, quant à elle, est apparue dans les années 1980 dans un contexte marqué par la crise économique et l'aggravation du chômage. Colette et Piget 2008 la présente comme étant un mélange de trois économies à savoir l'économie marchande, non marchande et non monétaire. Il s'agit d'un concept assez proche de l'économie sociale, mais qui se définit par ses finalités et non par ses composantes. L'économie solidaire cherche principalement à assurer l'insertion, consolider le lien social et produire autrement. Cette économie est basée, comme l'économie sociale, sur la réciprocité, le travail collectif et l'engagement volontaire. Elle repose sur les principes de justice et d'égalité. Elle réunit un ensemble diversifié de pratiques économiques telles que l'insertion via l'activité économique, l'épargne solidaire, un commerce équitable, le développement des structures en faveur du développement durable, etc. Le processus de décision au sein des organisations d'économie solidaire et sociale est basé sur des principes et des procédures démocratiques. Ceci permet de garantir la participation des membres qui les constituent à la prise de décision. Pris sous cet angle, ces organisations représentent des acteurs importants pour ne pas dire clés de la société civile puisqu'ils ne sont ni sous l'emprise de l'État, ni soumis à la loi du marché. Soulama, 2005, affirme que l'économie sociale et solidaire constitue la référence théorique la plus appropriée pour expliquer l'émergence de la microfinance. Il soutient que la microfinance, sous la forme mutualiste ou de coopérative d'épargne et de crédit, s'est développée à la même période et dans le même cadre conceptuel du mouvement coopératif né dans les années 1980. Il met en garde contre les risques de couper la microfinance du contexte socio-économique qu'il a vu naître. Il affirme qu'un tel comportement peut favoriser l'implantation de la microfinance dans des milieux souvent moins propices, ce qui peut accroître les risques d'échec. Dans la même lignée, Servet 2006 renvoie le développement de systèmes financiers au profit des non bancables à la seconde moitié du XIXe siècle, en Occident, avec l'apparition des réseaux mutualistes d'épargne et de crédit par Frédéric Guillaume Raiffeisen, Hermann Schulz ou encore Luigi Luzzati. Ces expériences ont inspiré fortement Alphonse Desjardins, fondateur des Caisses populaires au Québec en 1900. 1.3 La microfinance, un secteur hybride. La microfinance s'est inspirée de sources diverses. Des défaillances du marché de crédit, des fondements historiques du mutualisme, de la Grameen Bank, des expériences des Caisses Desjardins, etc. Guérin 2001 pense qu'il est impossible et même dangereux de la présenter sous une seule approche. Afin de concilier les deux approches, nous allons montrer dans cette dernière section que la microfinance est plutôt un mode de financement hybride répondant à la fois à une logique de marché et résultant d'un mécanisme de solidarité. La microfinance constitue une véritable innovation financière qui a changé la vie de millions de pauvres. Ceci dit, le professeur Younous, père du microcrédit, et sa célèbre Grameen Bank ont obtenu le prix Nobel de la paix et non pas celui de l'économie. Le comité Nobel jugeait que la réduction de la pauvreté pourrait contribuer à instaurer la paix dans le monde. C'est pour cette raison que Younous et sa banque de village ont été honorés en 2006. Le LAR 2007 souligne que le prix Nobel de la paix associé au microcrédit admet une signification très particulière. Ce prix met en évidence la diversité des modes et des systèmes de financement entre les différents pays et surtout entre le Sud et le Nord.
Il met l'accent aussi sur l'importance des comportements et donc des hommes, acteurs essentiels de la vie économique. L'auteur ajoute que ce prix rappelle que la science économique est tout d'abord une science sociale, donc une économie au service des hommes. Bédécara 2010 affirme que la microfinance a été conçue comme un outil financier d'aide au développement qui n'a pas coupé avec le secteur marchand. Cette ambivalence a fait d'elle un secteur hybride. Il souligne que la microfinance constitue un outil financier conçu pour lutter contre la pauvreté. 1.3.1 L'entreprise sociale. Younous affirme que le concept d'entreprise sociale a pour origine le microcrédit. C'est une nouvelle forme d'entreprise qui se caractérise par sa double vocation sociale et financière. L'une ou l'autre des deux motivations ou objectifs conduit à un type différent d'entreprise. Pour Younous, il s'agit d'une nouvelle forme d'activité commerciale qui a pour objectif principal de faire une différence dans le monde. Cette différence peut se faire à travers l'offre de biens et de services aux plus démunis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.